Le ciel était corail et lavande quand c'est arrivé, le genre de coucher de soleil qui semble conçu. Brise tiède, écume caressant le rivage, chaise drapée de lin crème. C'était le genre de mariage qui méritait une double page dans Elle mariage. Et pendant une seconde, debout près du bar à champagne, j'ai presque cru que cette beauté signifiait quelque chose. Puis, elle est apparue. Sienna. Ses talons ne s'enfonçaient pas dans le sable, trop entraînée pour ça. Elle avançait comme une femme née avec les privilèges du littoral, même si je savais que ce n'était pas le cas. Champagne dans une main, sourire factice dans l'autre. Elle s'est penchée, lèvres brillantes et menaces feutrées. Tu peux prendre une coupe de plus si tu veux, dit-elle gentiment, la voix assez basse pour ne pas attirer l'attention. Mais après aujourd'hui, on préférerait que tu disparaisses. Et j'ai cligné des yeux. Une fois. Pardon? Elle ne l'a pas répété. Elle a juste posé sa coupe, doigt léger sur le rebord. 50 000, dit-elle. C'est le montant. Ça couvrira ce que tu penses qu'on te doit. Tu t'éclipses après aujourd'hui. Plus d'apparitions, plus de revendications, plus de perturbations. Perturbations. C'est ainsi qu'elle appelait le fait d'élever seul un garçon, d'y verser chaque parcelle de moi-même, de sacrifier confort et repos pour qu'un jour, il puisse vivre exactement cette vie. Une vie faite de défilés et de vœux face à la mer. J'ai regardé par-dessus son épaule et j'ai vu Ethan, mon fils, dans un costume gris ardoise, riant avec un membre de son cercle d'investisseurs. Il avait fière allure, tiré à 4 épingles, puissant, un inconnu, puis il s'est retourné. Nos regards se sont croisés. J'ai attendu, de la gêne, de la honte, ne serait-ce qu'un éclat de maman, je suis désolée. Mais il s'est avancé vers nous, reboutonnant sa veste. Elle t'a dit? Demanda-t-il. Sienna sourit, reculant comme une première partie bien rodée. Je lui ai dit, dit-elle. Ethan ne broncha pas. Tu as assez fait. Tu peux profiter de ta retraite discrètement. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'ils étaient nos prêts et qu'ils n'avaient aucune idée que moi aussi. J'ai saisi ma pochette, je l'ai ouverte, sorti mon téléphone, un message, une phrase, château de sable, envoyé, et j'ai souri, comme je le faisais quand je préparais le déjeuner d'Ethan et que je l'embrassais sur le front avant l'école. Calme, sûre, prête. Ils n'avaient aucune idée que la marée était déjà en train de monter et que tout ce qu'ils avaient bâti n'était que sable. Février à Lille était toujours gris. Pas le gris dramatique qui rend bien en photo, juste le genre banal, humide. Flaques qui trempent les chaussettes, peu importe à quel point on fait attention. Vent qui traverse 3 couches de polaire. Et un ciel qui donnait toujours l'impression de retenir son souffle. Je me souviens du jour où j'ai quitté le père d'Ethan comme d'une photo qui ne s'efface jamais. Le portail en métal a couiné derrière moi quand je l'ai tiré. Une main sur la poussette, l'autre tirant un vieux sac de sport dont la fermeture était rafistolée au ruban adhésif. Ethan avait 4 ans. Ses joues étaient roses de froid, ses petits doigts accrochés à la patte d'un éléphant en peluche que j'avais recousu plus de fois que je ne pouvais compter. On n'a dit au revoir à personne. Pas de mots, pas de scène. Juste une porte restée entr'ouverte derrière nous et le silence devant. Il ne m'a jamais frappé. Pas comme les gens l'imaginent. Mais le contrôle est plus silencieux que les coups. Il est dans la façon dont on demande de l'argent pour faire les courses et qu'on vous dit de manger moins. Dans le fait que votre nom ne figure jamais sur le bail. Dans le silence de votre enfant dès que son père entre dans la pièce. On vivait comme des locataires dans notre propre peau. La veille de notre départ, j'ai fait les valises dans le noir. Un sac pour Ethan, un pour moi. Je n'ai pas pleuré. Pleurer aurait tout compliqué. J'ai attendu qu'il s'endorme, puis j'ai glissé l'enveloppe que je cachais sous le radiateur au fond de mon sac, des billets, 320 € en tout, mis de côté en arrondissant les tickets de caisse et en mentant sur le prix du bus. Au centre d'hébergement, on nous a donné un lit près de la chaufferie. Ça cognait la nuit, faisait vibrer les murs. Mais il faisait chaud, Ethan dormait contre moi, sa respiration douce. Je suis restée éveillée à fixer le plafond, comptant chaque jonction de tuyaux comme une prière. Cette nuit-là,
je me suis fait 2 promesses. La première, je ne retournerai jamais là-bas, même s'il suppliait, même s'il changeait, parce que les hommes comme lui ne changent pas, ils recalculent. Et la deuxième, je ferai en sorte qu'Ethan n'ait jamais à demander ça. Dignité à une femme. J'ai commencé petit, ticket de bus, allocation, un emploi dans un bistrot où je nettoyais les tables en prétendant avoir de l'expérience. J'ai pris des heures en plus, puis des nuits, puis des petits boulots à côté. J'ai appris à enlever le sang du coton et le vin des nappes blanches. Mes mains craquelaient en hiver. Mon dos me faisait souffrir. Mais Ethan mangeait, il grandissait, riait, apprenait à lire tôt et posait des questions sur tout. J'ai dit oui à chaque vente de gâteaux à l'école, chaque réunion parents-prof, chaque salon du livre. Même quand je survivais avec 3 heures de sommeil, du café de bistrot et des biscuits secs. Quelque part entre la deuxième expulsion et la troisième promotion, j'ai commencé à épargner. Pas pour moi, pour lui. Je l'appelais le compte à venir. Mais en vérité, c'était une vengeance. Contre chaque moment où l'on m'avait ignoré, effacé ou traité de provisoire. Je ne l'étais pas, et lui non plus. Le bistrot de la rue Solferino ne fermait jamais. Les néons bourdonnaient contre les vitres comme un battement de cœur. Un de ces endroits où routiers, étudiants et infirmières de nuit se confondaient. Je portais un badge où il était écrit « Maria », pas parce que c'était mon prénom, mais parce que c'était celui qu'ils avaient sous la main. Je n'ai pas protesté. Protester ne rapporte pas de pourboire. J'ai commencé avec les services du matin. Prise de poste à 5 heures, yeux embués, l'odeur du café brûlé imprégnée dans mon pull à midi. J'ai appris vite. Gardé les commandes en tête, rempli les tasses avant qu'on me le demande, souri juste assez pour paraître aimable sans attirer d'ennui. Après une semaine, ils m'ont proposé les soirées aussi. J'ai accepté. Puis les doubles le week-end. Et quand les lumières baissaient et que les banquettes se vidaient, je marchais 6 rues jusqu'à un poste de femme de ménage dans un immeuble de bureau de taille moyenne, un autre genre de silence là-bas, juste le bourdonnement des machines laissées allumées, le cliquetis de mes seaux résonnant dans les couloirs vides. Je nettoyais des salles de réunion où des gens avec des diplômes hors de portée avaient laissé leur déjeuner à moitié entamé et des brouillons chiffonnés de présentations au titre comme « Croissance durable du chiffre d'affaires ». Je les lisais parfois, par curiosité, essayant de reconstituer les contours d'un monde qui n'avait jamais fait de place pour moi. Quand je rentrais, Ethan dormait déjà, recroquevillé sur le canapé-lit, une veilleuse encore allumée. Je m'asseyais près de lui, écartais les cheveux de son front, et lui murmurais des histoires que je n'avais pas eu le temps de lui raconter dans la journée. Des histoires de géants faits de pierre et de garçons qui les apprivoisaient, de mères qui construisaient des ponts avec du papier et du fil. Le dimanche, quand je pouvais, je l'emmenais à la médiathèque. On restait jusqu'à la fermeture, lui dévorant des albums, moi recopiant à la main des candidatures pour éviter les 15 centimes par page à l'impression. Je cerclais les annonces qui mentionnaient les mots débutants acceptés ou formation assurée, et j'espérais. Chaque fiche de paie, je la divisais en 3. Une part pour le loyer, une pour les factures, une pour l'enveloppe cachée dans un dictionnaire tout en haut de l'étagère. Cette enveloppe ne s'ouvrait jamais, sauf pour y ajouter quelque chose. Ce n'était pas juste une épargne. C'était une promesse silencieuse. Personne n'en savait rien, ni mes collègues, ni ma sœur qui vivait à 2 régions de là. Je ne fanfaronnais pas. Je ne rêvais pas à voix haute. Je pliais les billets un à un, les comptais du bout des doigts, et me rappelais que l'avenir d'Ethan ne ressemblerait pas à mon passé. Quand les gens me disaient que j'étais forte, je hochais la tête. Mais ils ne voyaient pas ce que je voyais. Les nuits où je saignais dans mes baskets. Les matins où mes bras me faisaient si mal que je ne pouvais pas soulever une cafetière. La part de moi qui voulait hurler chaque fois qu'un client claquait des doigts pour demander plus de crème. Mais je n'ai pas hurlé. J'ai tenu. Parce que survivre, ce n'était pas de la force. C'était une stratégie. Et je construisais quelque chose qu'ils ne pouvaient pas encore voir. La lettre d'admission est arrivée un jeudi. Une enveloppe épaisse, couleur crème, coincée de travers dans notre boîte aux lettres rouillées.
J'ai failli ne pas l'ouvrir tout de suite. Je pensais que c'était une offre de carte bancaire. C'est Ethan qui l'a trouvée. Il a grimpé les escaliers deux par deux, la brandissant comme un ticket d'or. C'est de l'Université de Paris-Dauphine, dit-il, essoufflé. Je crois que j'ai été pris. On est resté dans le couloir, la porte. Entr'ouverte, les sacs de plats à emporter encore dans mes mains. Mon cœur battait comme si c'était moi qui attendais la réponse. Il a décacheté l'enveloppe avec précaution, déplié la lettre, puis il m'a regardé avec des yeux que je n'avais pas vus depuis qu'il était petit, grand, stupéfait, rempli de quelque chose de trop vaste pour être dit. « J'ai été pris », murmura-t-il. « Maman, j'ai été pris. » On a pleuré dans la cuisine, entouré d'assiettes dépareillées et de factures impayées. Il a lu la lettre à voix haute 2 fois, puis une troisième. Comme s'il la répétait, suffisait à la rendre plus réelle. Je l'écoutais, hochant la tête, la poitrine serrée d'une émotion mêlant joie et chagrin. Dauphine, une école de commerce. Bourse complète pour les frais de scolarité, mais le logement, la nourriture, les livres, les transports. Ça, c'était encore à nous de trouver. Cette nuit-là, après qu'il se soit endormi, j'ai descendu l'enveloppe de l'étagère au-dessus du dictionnaire. J'ai étalé chaque billet sur la table, compté lentement. Le montant n'était pas élevé, pas selon les standards habituels, mais c'était tout ce que j'avais réussi à épargner en 10 ans de sacrifice. C'était sa chance, et je ne pouvais pas laisser le poids de notre réalité lui briser les ailes. Le lendemain matin, je lui ai tendu une petite boîte. À l'intérieur, un chèque représentant presque toute cette somme, glissé entre 2 vieilles photos, l'une de lui en maternelle tenant un trophée en plastique, et l'autre de moi au bistrot, souriant malgré la graisse sur mes manches. « Je veux que tu utilises ça, » dis-je, « pour ton départ, pour ce dont tu as besoin pour commencer, mais à une condition. » Il a levé les yeux. « Tout ce que tu veux. » Quand tu construiras quelque chose avec ça, tu ne le feras pas seul. Je ne demande pas les honneurs, juste une place à la table, discrète au fond, mais là. Son sourire était doux. « Tu auras toujours une place, maman. » Il m'a embrassé sur la joue et m'a serré comme s'il comprenait. Peut-être qu'il comprenait. Peut-être qu'à ce moment-là, la promesse était vraie. Je l'ai regardé monter dans le car pour Paris avec 2 valises et un carnet rempli de croquis. Il débordait d'ambition, d'idées sur la mode masculine, le streetwear élégant. Il disait vouloir créer quelque chose d'intemporel. Je l'ai cru. De retour chez nous, j'ai regardé l'espace vide où se trouvait son lit. La pièce était trop silencieuse. L'avenir avait enfin commencé, et une partie de moi avait été donnée pour le bâtir. Mais c'est ce que font les mères. On tend nos os et on appelle ça un pont, et on prie pour qu'ils s'en souviennent. Tout a commencé par un stand éphémère dans un marché Opus à Montreuil. Ethan m'a envoyé des photos, des portants de vestes cintrées, un éclairage doux, une signalétique minimaliste qui disait « Atelier Shaw », son nom de famille, sobre, épuré, ambitieux. Il avait l'air fier sur ses photos, fatigué aussi. Je le voyais dans l'inclinaison de ses épaules, dans la tension autour de sa mâchoire. Monter une entreprise à partir de rien vous ronge. Je connaissais cette fatigue-là, mais il avait Sienna maintenant. Elle apparaissait de plus en plus dans les nouvelles. Grandes jambes, queue de cheval lisse, ce genre d'élégance travaillée qui semble naturelle jusqu'à ce qu'on comprenne qu'elle ne l'est jamais. Elle souriait sur chaque cliché, une main toujours posée sur Ethan, son épaule, son poignet, le bord de sa chemise. Une revendication sans un mot. Il appelait souvent au début, me posait des questions sur la facturation, les contrats, la meilleure façon de fixer un prix pour une commande en gros. Je le guidais dans les tableurs comme à l'époque de mon job en conseil. Je lui envoyais des modèles. Je l'aidais à enregistrer sa micro-entreprise. Je n'ai jamais demandé de titre. Je ne l'ai jamais corrigé quand il m'appelait conseillère ou soutien de la première heure dans ses mails. J'avais signé un pacte silencieux avec moi-même le jour où je lui ai donné ce chèque. Ce n'était pas pour la reconnaissance. C'était pour le lien, puis les costumes ont décollé. Une célébrité a posté une photo,
portant l'une des vestes croisées d'Eton, identifiée, partagée, virale en quelques heures. Soudain, ils avaient des interviews, des rendez-vous avec des investisseurs, des demandes en gros de stylistes et de boutiques. La petite table au marché est devenue un atelier vitré avec portant en acier inoxydable. Leur image s'est affinée, leur ton a changé. Ethan aussi. Il a cessé d'appeler pour demander conseil. Les textos sont devenus laconiques, les réponses tardives. Là où j'étais autrefois partie prenante de l'ossature, je devenais le décor. J'ai regardé des interviews où il était assis sur des canapés blancs immaculés, parlant de partir de zéro, de se débrouiller seul pour réussir. Pas un mot sur l'île, pas un mot sur le fond qui avait payé sa première machine à coudre, pas un mot sur moi. Je ne l'ai pas affronté, je n'en ai pas eu besoin. J'ai observé, écouté, classé chaque omission comme une ligne dans un registre, pas par amertume, par souci de justesse. Puis sont venus les articles. Un titre le qualifiait de visionnaire sartorial autodidacte. Un autre de révélateur disruptif de la mode parisienne. Chacun brossait un tableau qui effaçait la réalité qu'on avait traversée ensemble. Je les ai découpés, conservés, imprimés sur papier glacé et rangés dans un dossier intitulé Presse. Parce qu'au fond de moi, je savais, bien avant qu'Ethan ne le comprenne, que l'image est fragile, et quand elle se brise, elle éclate net. Les appels ont cessé complètement à la 3e année. Les anniversaires sont devenus des textos. Les fêtes, des likes sur les réseaux. J'ai envoyé une carte quand il a annoncé ses fiançailles. Sienna a posté une photo de la bague avec la légende « Construit à deux ». Je n'ai rien dit, parce que le silence entre de bonnes mains est un outil. Et j'avais fini de bâtir des choses que personne ne se rappelait. La première fois que je l'ai entendu, j'ai cru qu'il s'était trompé. Une interview dans un podcast, petit, local, rien d'important. L'animateur lui a demandé comment tout avait commencé. Ethan a ri, léger et lisse. Franchement, juste de la détermination et beaucoup de nuits blanches, aucun soutien, juste moi, un rêve et une pile de factures impayées. J'ai mis sur pause, reculé, réécouté, aucun soutien. Il l'avait dit comme un insigne d'honneur, comme si oublier la vérité rendait l'histoire plus impressionnante. Je n'ai pas pleuré, je n'ai même pas cligné des yeux. J'ai juste ouvert le tiroir du bas de mon classeur et ajouté une nouvelle étiquette, récit. Ce n'était pas le mensonge qui m'avait blessé, c'était la facilité, la manière dont il avait effacé 10 ans de sacrifice comme s'il n'avait jamais existé, comme si notre vie avant Paris n'avait été effacée que par quelques syllabes bien lissées. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance, que je ne l'avais pas aidé pour être reconnu, que ce n'était pas une question de reconnaissance publique ou de citation dans la presse. Mais quelque chose s'est tordu dans ma poitrine malgré tout. Et puis, ce fut pire. Il a commencé à apparaître dans des magazines économiques, des portraits bien léchés avec photos mises en scène, lui en veste bleu marine, bras croisés, devant des portants de vêtements minimalistes. Chaque article racontait la même histoire. Jeune entrepreneur, parti de rien, arrivé par la seule force de sa volonté. Parfois, il mentionnait Sienna. Comment elle avait aidé à façonner l'identité visuelle de la marque, gérer les campagnes avec les influenceurs. Il l'appelait le cerveau stratégique derrière l'esthétique. Elle souriait sur chaque photo, impeccable et assurée. Moi, on ne me mentionnait pas une fois. Même dans l'historique officiel de l'entreprise sur leur site, l'histoire commençait à Montreuil. Aucune mention de l'île, aucune mère célibataire, aucune enveloppe cachée dans un dictionnaire. Juste de l'ambition. Polie, nettoyée, vendable. Je me suis tue. Pas seulement avec lui, avec moi-même. J'ai arrêté de suivre les actualités de l'entreprise, j'ai cessé de réécouter les interviews. J'ai laissé le silence s'installer comme de la poussière. Mais je n'ai pas oublié. J'ai imprimé chaque article, capturé chaque publication, copié chaque passage où il disait être parti de zéro. Chacun allait dans le dossier, une archive croissante d'omissions. Parce que je savais quelque chose qu'Ethan ignorait, la vérité a un poids. Elle reste dans les coins d'une vie, tue, mais bien réelle.
Et quand la pression frappe au mauvais endroit, tout s'effondre. Il pensait que le silence signifiait l'absence. Mais j'étais toujours là, simplement pas là où il s'y attendait. Je n'ai rien dit, je n'ai rien écrit, mais je me souvenais de chaque chèque que j'ai signé, de chaque contrat que j'ai relu, de chaque heure passée à rendre son rêve possible avant qu'il ait un nom, et j'ai attendu, pas pour me venger, pas pour des excuses, mais pour le moment où le silence parlerait plus fort que tout ce qu'il pourrait publier. Parce que certaines dettes ne sont pas financières, et certains effacements ne restent jamais nets éternellement. Elle attendait près du bar comme si le sable lui appartenait. Sienna. Coupe de champagne dans une main, téléphone dans l'autre, scrutant la foule avec ce détachement étudié qu'ont ceux qui savent qu'on les observe toujours. Sa robe en soie ivoire, sobre, mais hors de prix. Tout en elle était orchestré, pas un cheveu déplacé, pas un geste superflu. Je l'ai observée quelques minutes avant d'approcher, regarder comment elle accueillait les invités, l'inclinaison précise de sa tête, la douceur de sa main sur leurs bras quand elle se penchait. Ce n'était pas du charme, c'était une performance, une monnaie sociale qu'elle maîtrisait à la perfection. J'avais déjà vu ce regard, chez des avocats, des agents immobiliers, chez mon ex-mari, quand il voulait quelque chose et se moquait de qui saignerait pour l'obtenir. Sienna s'est tournée vers moi quand je me suis avancée au bar. Elle a souri comme si nous étions de vieilles amies. « Tu as trouvé le champagne ?» dit-elle, les yeux me balayant de la tête aux pieds. J'ai hoché la tête. « Oui. » Elle a levé légèrement sa coupe, comme pour porter un toast. « J'espère que tu passes un bon moment. C'est un jour si spécial. » Je n'ai pas répondu, trop occupée à décoder le tranchant derrière ses mots, le frémissement sous ses paupières. Puis, elle a baissé son verre. « On se demandait, dit-elle, ce que tu envisageais pour l'avenir. » Et j'ai attendu, je l'ai laissé dérouler. Je veux dire, Ethan et moi allons de l'avant, à grande échelle, l'entreprise, l'expansion, il se passe tellement de choses. Elle posa sa coupe délicatement sur le bar. On veut juste s'assurer qu'il n'y ait pas de complications. J'ai penché la tête. Complications? Elle a souri à nouveau, sans que cela atteigne ses yeux. 50 000. On peut te... Il y a quelque chose de presque comique dans l'arrogance. Cette façon qu'elle a d'ignorer les petites lignes, de sous-estimer les discrets dans la pièce, ceux qui n'interrompent pas, ceux qui se contentent d'archiver. Ethan ne m'a jamais demandé de signer quoi que ce soit après ce premier chèque, ni après le stand au marché, ni après l'enregistrement de la micro-entreprise, ni quand Sienna est arrivée avec ses moodboards et ses prototypes d'emballage. Il était trop occupé à impressionner les investisseurs, trop occupé à courir après la légitimité. Alors, les conditions n'ont jamais changé. Je suis restée l'actionnaire majoritaire, silencieuse, oui, mais pas insignifiante. L'investissement initial, enregistré sous un contrat de gérance unique, me nommait comme principale détentrice à hauteur de 51 %. Il ne l'a jamais contesté. Il a sans doute oublié, a probablement cru qu'il finirait par dépasser ça. Mais on ne dépasse pas un contrat. On ne fait que le violer. La semaine avant le mariage, j'ai rencontré Sarah, mon avocate, une femme de confiance parce qu'elle connaissait la retenue. Elle n'a pas demandé pourquoi je voulais tout revoir. Elle a simplement sorti les documents, imprimé une copie et relu chaque clause avec moi. Clause 6b. Toute rupture d'un accord éthique, verbal ou écrit, déclenche un transfert intégral des droits sur constat d'infraction. Clause 9. Toute falsification de l'historique de l'entreprise dans des communications publiques autorise la révocation légale des droits de propriété. Clause 12. Toute tentative de faire taire ou de contraindre financièrement la fondatrice sera considérée comme une action hostile. Tout y était. Je n'avais pas besoin de réécrire l'histoire. Je n'avais qu'à les laisser écrire la leur. « Vous voulez le prévenir maintenant ?» a demandé Sarah. « Non, ai-je dit. « Pas encore. » Elle a hoché la tête. « Alors on attend. Vous n'avez qu'à me dire. » Je lui ai dit 3 jours plus tard, le jour du mariage, après le champagne, après l'ultimatum, après qu'Ethan m'a dit de profiter de ma retraite. Je me suis glissée derrière une dune, j'ai sorti mon téléphone et je lui ai envoyé 2 mots. Château de sable. Elle a compris. En 15 minutes, son cabinet a
Enclencher le protocole, gel des comptes, notification d'audit interne, alerte juridique envoyée aux 5 principaux investisseurs de la société. Un drapeau de conformité a été levé et les identifiants d'accès de Siena ont été supprimés de la plateforme financière partagée. Il ne remarquerait rien tout de suite. C'est ça, la force des actions silencieuses. Mais les fissures étaient là. De retour au bar, j'ai vu Siena rire avec l'un des stylistes. Son téléphone a vibré dans sa pochette. Elle ne l'a pas regardé tout de suite. Puis, une deuxième vibration, puis une troisième. Elle l'a sorti et je l'ai vu. Le premier changement. Le sourire qui se fige, l'arête du front, les doigts figés sur l'écran. À l'autre bout de la terrasse, le témoin d'Ethan a dit quelque chose qui l'a fait rire. Une autre alerte a résonné sur sa montre connectée. Il a baissé les yeux, s'est arrêté, a tapoté l'écran. Il souriait encore. Mais dans ses yeux, il y avait maintenant de la confusion. J'ai pris une gorgée de champagne et laissé l'air salin se poser sur ma peau. Il pensait que je n'étais qu'une note de bas de page. Mais les fondations qu'ils avaient bâties, elles m'appartenaient toujours. Et le sable ne tient pas quand la marée monte. Je ne suis pas restée après l'avoir envoyé. Pas de marche triomphale sur le sable. Pas de regard dramatique vers l'océan. J'ai simplement glissé mon téléphone dans ma pochette, quitté l'abri de la dune, et suis retournée à la réception. La musique avait repris. Un quatuor à cordes interprétait une reprise douce d'un morceau indie, donnant à tout une sensation de souvenir soigneusement composé. Les nappes blanches claquaient doucement dans la brise. Des rangées de bougies vacillantes éclairaient les tables où l'on guidait les invités vers leur place pour le dîner. J'ai pris la mienne vers le fond, seule, délibérément. 2 rangs devant, l'un des investisseurs d'Eton s'est penché pour murmurer quelque chose à un autre homme en costume bleu marine. Tous deux ont baissé les yeux vers leur téléphone. Leurs visages n'ont pas changé, ou presque, mais je l'ai vu, ce léger flottement, l'instant avant que le déni ne cède la place à l'inquiétude. De l'autre côté de l'allée, Siena était raide. Une main posée sur sa cuisse sous la table. Son téléphone reposait face vers le haut à côté de sa fourchette à salade, l'écran s'éteignant entre 2 vibrations. Elle n'avait pas touché à son champagne. Ethan était toujours à la table d'honneur, encadré par les témoins et les photographes. Les faux rires s'étaient tus. Il lisait quelque chose à présent. Un long message, tête légèrement inclinée, la veine à sa tempe commençant à battre. Je les observais, calmes comme la marée. Parce que le silence est assourdissant quand on sait l'écouter. Le protocole lancé par Sarah n'était pas bruyant. Pas de sirène, pas encore de procédure judiciaire. Mais des signaux, des transferts interrompus en plein mouvement, des audits systèmes programmés en arrière-plan, des notifications envoyées aux investisseurs, signalant des gels temporaires dus à des soupçons de manquement à l'éthique. Standard, procédurier, mais redoutable. Ils avaient bâti un empire sur l'image, branding épuré, authenticité mise en scène, récit lissé jusqu'à frôler la fiction. Mais ils l'avaient fait sur une structure juridique qu'ils n'avaient jamais pris la peine de revoir, une structure que je contrôlais encore. Et une fois les bons fils tirés, tout s'est défait très vite. Je connaissais l'ordre. D'abord la confusion, puis les tentatives frénétiques de se connecter, les échecs de réinitialisation, les alertes surgissant sur les tableaux de bord des investisseurs, la réalisation brutale que l'argent ne circulait plus. Siena s'est levée la première. Elle a marché d'un pas rapide vers la tente traiteur, son téléphone serré dans la main, sans même s'excuser. Cela suffisait à tout dire. Ethan a suivi 5 minutes plus tard, moins agité, plus posé, mais je l'ai vu, la tension dans ses épaules, la manière dont il a desserré sa cravate comme si cela pouvait lui rendre de l'air. Ils essayaient tous deux de comprendre, de prendre le dessus sur quelque chose qu'ils n'avaient même pas vu venir. Et moi, je suis restée assise, calme, les mains jointes sur les genoux, personne ne me regardait. Pas encore. Mais la vérité était lancée, et elle n'attendait pas qu'on lève les verres. Elle était déjà dans leur boîte mail, signalée en rouge. Château de sable avait commencé. Au moment où les plats principaux furent servis,
L'atmosphère avait changé, pas de manière brutale, pas encore, mais suffisamment pour que quiconque prêtait vraiment attention le sente. Les rires s'étaient mués en murmures. Le photographe avait rangé son appareil. Les conversations devenaient saccadées. Les regards allaient des téléphones au visage, puis retournaient aux écrans. Je ne mangeais pas. Je ne buvais pas. Je restais assise, les mains posées librement sur les genoux, observant le tout se dérouler comme une scène muette. Sienna revint la première. Son sourire était trop large maintenant, trop figé. Elle murmura quelque chose à l'une des demoiselles d'honneur, qui cligna des yeux, l'air perdu. Puis elle s'assit, lissant sa serviette sur ses jambes, comme si le contrôle pouvait se rétablir par la posture. Ethan arriva quelques minutes plus tard. Il ne s'assit pas. Il resta debout derrière sa chaise, une main agrippant le dossier comme si c'était la seule chose stable encore à sa portée. Son visage avait changé, pas seulement inquiet, ébranlé. Il y avait dans sa mâchoire une tension que je n'avais pas vue depuis ses 12 ans, quand il mentait après avoir volé de l'argent dans mon sac. Un serveur s'approcha pour remplir sa coupe. Sienna le renvoya d'un simple geste de la main. Le téléphone d'Ethan vibra de nouveau. Il le consulta, et cette fois, je le vis. La panique. Pure, nette, indiscutable. Il se dirigea vers le bar à pas rapides et précis. Je ne le suivis pas, mais je me décalai légèrement sur ma chaise, juste assez pour le voir se pencher vers le comptoir et murmurer quelque chose à une coordinatrice de l'événement. Elle fronça les sourcils, sortit son téléphone, tapa, attendit. Quoi qu'il espérait, il ne l'obtint pas. Il sortit à nouveau son propre téléphone, tapa nerveusement. Sienna le rejoignit quelques secondes plus tard. Elle ne faisait même plus semblant d'être calme. Sa voix monta. Pas un cri, mais plus tranchante que la musique de fond. Je n'entendis pas les mots. Je n'en avais pas besoin. Un des témoins s'approcha. Ethan lui répondit sèchement. L'homme recula aussitôt. Les invités avaient remarqué. Les conversations se ralentissaient. Les regards s'échangeaient. Certains se penchaient l'un vers l'autre, murmurant derrière leurs verres. D'autres se contentaient de fixer. L'illusion se fissurait. Je me levai lentement, sans hâte, sans théâtre. Je quittai ma table et marchai vers le bord de la terrasse, jusqu'au muret de pierre où la mer rejoignait le sable. Je restai là, bras croisés, laissant le vent soulever mes cheveux. Derrière moi, j'entendis du mouvement, des pas précipités, le bruit sourd d'une fourchette tombée, le grincement d'une chaise repoussée trop vite. La déconstruction avait commencé. Ils avaient planifié chaque détail de cette journée, la musique, les lumières, le menu imprimé sur un carton épais bordé d'or. Mais on ne peut pas scénariser la gestion d'une crise en temps réel. Pas quand les fondations ont toujours été empruntées. Pas quand le pouvoir n'a jamais vraiment été le vôtre. Et pas quand le silence que vous avez ignoré est celui qui tient l'allumette. Depuis le bord de la terrasse, je pouvais encore le voir. Ethan, les mains sur les hanches, veste repoussée, tournant en cercle serré près du bar. Sienna, à ses côtés, téléphone collé à l'oreille, l'autre main gesticulant sans retenue. Son calme s'était brisé. Celui d'Ethan glissait vite. Ça aurait dû faire mal de le voir comme ça. De voir mon fils, le garçon que j'ai élevé, nourri avec des courses d'association, bercé pendant ses crises d'asthme, se fissurer devant un public qu'il avait autrefois tant cherché à impressionner. Mais ça ne faisait pas mal. C'était limpide. Parce que cet homme en costume gris ardoise n'était pas le garçon que j'avais poussé sous la pluie dans une poussette rafistolée au ruban adhésif. Il n'était pas l'ado qui m'avait appelé en larmes depuis sa chambre universitaire après sa première présentation ratée, murmurant « Maman, je ne sais pas si je suis à la hauteur. » Il n'était pas ce jeune homme qui avait promis, les yeux doux et reconnaissants, que j'aurais toujours une place à la table. Il était devenu la version de lui-même qui avait oublié, et peut-être que c'était inévitable. Mais moi, je n'avais rien oublié. Pas une seconde. Pas le jour où je l'ai sorti d'une maison où les cris vivaient dans les murs. Pas la nuit où je suis restée garée devant son dortoir, au cas où l'anxiété l'empêcherait de dormir. Pas l'anniversaire où j'ai enchaîné 3 services pour qu'il ait les baskets que tous les autres garçons portaient à l'école.
il avait des racines, profondes, façonnées de nuits blanches, d'enveloppes jamais ouvertes et d'une mère qui avalait la fatigue au petit déjeuner. Et il les avait laissés pourrir pour le bien d'un récit. J'ai glissé la main dans ma pochette et sorti un morceau de papier plié. Rien de légal, rien de financier. Juste une copie du chèque que je lui avais écrit à l'époque. Mon écriture pâlie, encore lisible. Pour les frais de scolarité, pour ton avenir. Avec tout ce que j'ai, maman. Je ne le portais pas pour le culpabiliser, ni pour le lui brandir au visage, mais comme rappel pour moi que j'avais toujours donné, toujours sans condition, toujours sans applaudissement. Mais donner ne veut pas dire oublier. Et le silence n'est pas une reddition. Derrière moi, quelqu'un appela son nom. Un investisseur, peut-être. Un photographe s'approcha trop près et fut écarté d'un regard noir. La belle illusion commençait à se dissoudre sous le poids du réel. Je vis Ethan redresser sa cravate. Son visage s'était durci, résigné. Ce n'était pas seulement la perte d'accès, c'était que le choc de réaliser que l'histoire qu'il avait fabriquée ne lui appartenait plus, parce que la véritable fondation, ce n'était pas Montreuil, ce n'était pas l'image conçue par Siena. Ce n'était ni les célébrités, ni les interviews stylisées, c'était moi. Et les racines, lorsqu'elles sont enfouies assez longtemps, deviennent assez solides pour faire éclater le béton. Il m'a trouvé juste après le coucher du soleil. Les dernières lueurs disparaissaient derrière les dunes, projetant d'eux. Longues ombres sur le sable. La plupart des invités s'étaient déjà dirigés vers l'intérieur. La musique s'était tue. Il ne restait que le murmure des vagues et le tintement lointain de la verrerie qu'on débarrassait. Je me tenais près de l'arche de cérémonie, le tissu désormais flasque dans le vent qui fraîchissait, des pétales éparpillés comme si quelqu'un avait laissé tomber la beauté sans jamais se soucier de la ramasser. Ethan s'approcha lentement, sans théâtre, sans éclat de voix. Juste ses pas sur le sable humide et le poids de tout ce qui n'avait pas été dit. « C'était toi? » demanda-t-il. Son ton n'était pas dur, juste fatigué, comme s'il savait déjà la réponse mais avait besoin de l'entendre de ma bouche. Je ne me suis pas tournée vers lui tout de suite. J'ai fixé l'océan un instant encore, puis j'ai dit « Oui ». Il a expiré comme si je venais de confirmer ce qu'il espérait encore nier. « Tu as tout gelé », dit-il. J'ai hoché la tête. « Tu m'en as donné la raison. » Il ne répondit pas tout de suite. Ses chaussures s'enfonçaient légèrement dans le sable, semelle de luxe jamais pensée pour la plage. Le silence s'étira entre nous, lourd mais net. « Pourquoi aujourd'hui » demanda-t-il enfin. Je me suis tournée vers lui alors. J'ai regardé l'homme qu'il était devenu, élégant, éloquent, façonné avec soin. Il portait un costume de sa propre ligne, bleu marine avec passepoil anthracite, épaules structurées, chaque couture parfaite, et pas une seule ne se souvenait d'où elle venait. « C'est vous qui avez choisi ce jour ?» dis-je. Il cligna des yeux. « Quoi? Toi et Siena. Vous avez choisi de m'effacer ici, de m'acculer au mariage de mon propre fils et d'essayer d'acheter mon silence avec un sourire et un chèque. » Sa mâchoire se contracta. Il s'apprêta à parler, mais je levai doucement la main. « Ce n'est pas une vengeance, dis-je. C'est de la comptabilité. » Il détourna le regard vers la tente de réception. À l'intérieur, les lumières vacillaient doucement, des silhouettes bougeaient comme des ombres derrière les parois. « Je n'ai jamais voulu t'écarter, » dit-il, plus bas. « C'est juste que il fallait garder l'histoire nette pour les investisseurs. » J'ai hoché la tête une fois. « Alors tu l'as transformée en fiction? » Il ne contesta pas. Il savait. « Tu leur as dit que tu avais tout construit à partir de rien, » dis-je. Mais le rien, c'était moi. Le rien, c'était les services au bistrot et les nuits à faire le ménage, et ce jour où je t'ai donné ce chèque sans rien demander en retour, sauf le respect. Il se frotta la nuque, comme il le faisait quand il était nerveux avant un spectacle à l'école. « Je croyais que tu ne voulais pas de reconnaissance, » dit-il. « Ce n'est pas ce que je veux, » répondis-je. « Ce que je veux, c'est la vérité. » Il me regarda alors, vraiment, sans colère, même sans culpabilité. Juste une forme de compréhension tranquille, le genre qui arrive trop tard. « J'ai mis ce costume aujourd'hui parce que je pensais que ça t'impressionnerait, »
dit-il en baissant les yeux vers lui-même. J'ai souri, sans méchanceté. Tu l'as mis parce que tu as oublié qui a cousu le premier bouton. Puis je me suis retournée et je suis partie. Pas parce que j'étais en colère, mais parce que je n'en avais pas besoin. À l'intérieur de la tente de réception, tout commençait à se déliter. Le DJ parlait avec quelqu'un dans une oreillette, visiblement incertain de devoir continuer à jouer. Le personnel de service se déplaçait plus lentement désormais, lançant des regards vers la table d'honneur, où deux des demoiselles d'honneur étaient assises seules, leurs sourires vacillant comme des bougies dans un courant d'air. Sienna se tenait près du bar, téléphone en main, les doigts courant frénétiquement sur l'écran, comme si elle essayait de réécrire la réalité avant qu'elle ne s'installe. Sa voix était basse, tranchante, mordant quelqu'un à l'autre bout du fil. Elle ne m'avait pas vue entrer. Pas encore. Je ne me suis pas dirigée vers elle. J'ai marché jusqu'à l'une des petites tables latérales, sorti un mince dossier de ma pochette et l'ai posé sur le linge blanc. Elle s'est retournée au bruit, a croisé mon regard. C'est figé. « Qu'est-ce que c'est? » demanda-t-elle, la voix plus fragile qu'avant. Son vernis commençait à s'écailler. « Ta réponse, » dis-je en tapotant le dossier. Elle s'en approcha, les yeux parcourant les initiales dorées embossées sur la couverture. S.A., le monogramme de la société. Un branding élégant, soigneusement pensé. Dommage qu'il ait toujours reposé sur des documents qu'elle n'avait jamais pris la peine de lire. Elle l'ouvrit. Ses doigts tremblaient au bord. À l'intérieur se trouvaient des copies du contrat de partenariat initial, surlignées en jaune, les clauses que Sarah m'avait expliquées, celles qui s'activaient dès l'instant où Sienna et Ethan avaient décidé de m'effacer de leur récit soigneusement ficelé. Clause 6b, clause 9, clause 12. Elle feuilleta lentement, le visage se tendant à chaque page. Arrivée à la ligne des signatures, sa main se figea. « Ça, c'est pas opposable, » murmura-t-elle, sans y croire vraiment. « Si, » dis-je. « Ton service juridique pourra le confirmer. Le jour où tu as essayé de m'acheter pour me faire partir, la violation a été actée, et les termes originaux sont redevenus valables. » Elle jeta un regard vers Ethan, qui venait de rentrer dans la tente. Leurs yeux se croisèrent. Quelque chose passa entre eux, de la peur peut-être, ou les prémices d'un reproche. Je me suis reculée de la table. « Je t'ai dit que je ne voulais pas de reconnaissance, » dis-je, « mais tu as cru que le silence signifiait possession. Ce n'était pas le cas. » Sienna ouvrit la bouche, la referma. Le dossier resta ouvert, les pages se recroquevillant légèrement sous l'air marin. « Tu pensais que cette entreprise était la tienne à façonner? » poursuivis-je, calmement. « Mais elle n'a jamais été juste à toi. Tu as construit la marque. Moi, j'en ai financé la structure. » La tente était silencieuse à présent. Plus d'invités remarquent. Certains restaient debout, verre à moitié plein à la main, hésitant entre rester ou se diriger vers la sortie. Sienna baissa les yeux vers le contrat, puis me regarda à nouveau. « Ça va tout faire capoter, » murmura-t-elle. Je la regardai dans les yeux. « Non, » dis-je, « ça va tout clarifier. » Et c'est ce qu'il n'avait jamais compris. Le silence n'efface pas les petites lignes. Il attend, patiemment, jusqu'au moment exact où il devient nécessaire. Et alors, il parle, clairement, juridiquement et sans émotion. Après l'ouverture du dossier, tout a commencé à se dissoudre rapidement. Il n'y a eu aucune annonce, pas d'interruption dramatique ni d'extinction des lumières, mais l'atmosphère avait changé, nette et irréversible. Comme si la marée avait tourné et que personne ne savait s'il fallait avancer ou fuir. Je me suis éloignée de la table, laissant le dossier derrière moi, intact, sauf pour le poids de son contenu. Qu'ils lisent, qu'ils mesurent l'ampleur de ce qu'ils avaient déclenché par arrogance. J'ai traversé la tente comme une invitée qui n'avait pas sa place, ce qui, à leurs yeux, était sans doute vrai. La musique n'a jamais repris. On chuchotait, les assiettes refroidissaient. Je suis passée devant un présentoir photo près de la table des desserts. Une série de cadres alignés soigneusement sur une planche en bois, des photos d'enfance d'Ethan, son premier anniversaire, sa remise de diplôme, lui
souriant dans une veste trop grande, les manches roulées aux poignets. L'une d'elles nous montrait tous les deux. Je me souvenais parfaitement de ce jour-là. Ethan venait de gagner un prix local de jeunes entrepreneurs pour un projet scolaire, quelque chose autour des emballages écologiques. On était debout sur le perron, le certificat dans ses mains, tous deux en train de rire. Ils avaient placé la photo tout au bout de la rangée, presque hors cadre. C'était la seule où j'apparaissais. Je l'ai regardée longtemps. C'était censé être ça, cette journée, une célébration, une transmission, une vie poussée à partir de racines qu'ils avaient choisi d'ignorer. Mais à la place, c'était devenu un registre, un règlement de compte qu'ils ne pensaient jamais voir surgir. Je ne détestais pas Ethan, pas même à ce moment-là, mais je ne le reconnaissais plus. Il avait laissé Sienna remodeler la vérité jusqu'à ce que les contours deviennent flous. Il lui avait laissé styliser l'histoire si proprement qu'il en avait oublié le commencement. Et quelque part en chemin, il avait échangé le sang contre le branding, la famille contre la façade. Et maintenant, il allait devoir faire face au coût. Parce que les chiffres ne mentent pas. Pas les bilances, les accords, les signatures. Il ne se plie pas au récit de mise en scène. Il ne se soucie ni des hashtags, ni des métriques d'influence. Il reste là, silencieux, dans un tiroir, jusqu'à ce que quelqu'un pose enfin la mauvaise question. Et quand c'est le cas, ce sont les chiffres qui répondent. Derrière moi, quelqu'un laissa tomber un verre. Le bruit sec du choc sur le sol fit tourner plusieurs têtes. Un serveur se précipita pour ramasser les morceaux, mais le silence qui suivit était plus assourdissant encore que le fracas. J'ai regardé une dernière fois la photo de moi et d'Ethan, deux personnes qui avaient autrefois partagé un rêve, même si un seul d'entre nous avait eu l'honnêteté de s'en souvenir. Puis, je me suis éloignée du présentoir, de la tente, des visages qui n'avaient plus de sens, que les chiffres parlent maintenant, que les contrats disent la vérité, parce que les mathématiques ont toujours été simples. Ce qui est construit sur le silence doit un jour répondre à ce qui n'a jamais été dit à voix haute. J'ai attendu que la dernière danse soit annulée. Personne ne l'a dit clairement. Il n'y a eu ni annonce officielle, ni excuse depuis la scène. Mais le DJ a rangé plus tôt. Le personnel a commencé à débarrasser les verres de vin à moitié pleins et les assiettes de dessert restées intactes. Les invités se sont évanouis dans la nuit par petits groupes, murmurant des choses dont ils ne se souviendraient pas au matin. Je suis restée jusqu'à ce que presque tout le monde soit parti. Pas par triomphe, juste par lucidité. Quand le moment m'a semblé juste, j'ai glissé la main dans mon sac et sorti une seconde enveloppe, plus épaisse que la première, soigneusement scellée. J'ai trouvé Ethan seul, près du bord de la zone de réception, veste posée sur l'épaule, col de chemise désormais défait. Le poids de tout ce qui s'était passé lui pesait visiblement. Il m'a vu et s'est redressé. Son visage ne montrait pas de colère, juste de la lassitude. Et autre chose, du regret, peut-être, ou de la honte, arrivée trop tard pour être utile. Je lui ai tendu l'enveloppe. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il doucement. « Le remboursement, dis-je. » Il la fixa sans l'ouvrir. « Tu n'as pas besoin de faire ça. »« Je sais, » répondis-je. À l'intérieur, un chèque certifié. Chaque euro que je lui avais donné, au centime près, intérêt compris, le prix de la machine à coudre, du premier atelier, de l'enregistrement de l'entreprise que je l'avais aidé à déposer. J'ai signé une renonciation, dis-je. Je serais retiré du partenariat, du conseil, des registres. Ma part te revient intégralement. Il cligna des yeux, pris de court. Tu t'éloignes? Je clôture le compte, dis-je d'un ton calme. Pas seulement le compte financier. Il baissa les yeux vers l'enveloppe, puis me regarda de nouveau. Pourquoi maintenant? Parce que tu ne me dois plus rien, dis-je. Et moi, je ne te dois plus le silence. Il hocha lentement la tête, comme s'il comprenait, comme si ça faisait mal. Tu as construit quelque chose de bien, dis-je, mais tu l'as construit en oubliant le sol sur lequel ça reposait. Et c'est pas comme ça que fonctionnent les fondations. Il ne dit rien, il n'essaya pas de contester,
L'homme qui m'avait dit un jour être parti de rien tenait désormais la preuve dans les mains. Signée, scellée, remise, plus de place pour la fiction. Je fis un pas en arrière. Je ne ferai pas partie de ce que tu feras ensuite, dis-je. C'est à toi, maintenant. Assure-toi juste de ne jamais oublier ce que ça a coûté de faire croire que tu y étais arrivé seul. Il baissa les yeux à nouveau, saisit l'enveloppe plus fermement. Je me suis éloignée, le laissant debout au milieu des ruines de sa journée parfaite. Pas parce que je voulais qu'il souffre, mais parce que parfois, la justice la plus juste ne vient pas de prendre le pouvoir, mais de le rendre. De montrer à quelqu'un la valeur de ce qu'il a rejeté et de le laisser emporter seul le poids. Sans plus personne à accuser, je ne comptais parler à personne d'autre cette nuit-là, pas après avoir remis l'enveloppe à Ethan, pas après m'être éloigné de la table qui n'était plus que mienne de nom, mais alors que je m'engageais sur le chemin qui serpentait à travers les dunes vers la sortie, un homme a surgi devant moi, plus âgé, bronzer, montre de luxe à moitié cachée sous son poignet retroussé. Je l'avais reconnu plus tôt, le père de Sienna. Il avait porté un toast pendant le cocktail, tout en fierté tonitruante et métaphore maladroite sur l'héritage. Maintenant, il avait l'air de quelqu'un qui essaie d'assembler un puzzle dont l'image ne correspond plus. « Puis-je vous poser une question? » dit-il. Je me suis arrêtée. J'ai hoché la tête. « Que s'est-il passé? » demanda-t-il. « Pourquoi aujourd'hui? » Il n'était pas en colère, juste troublé, comme un homme qui pensait avoir compris l'accord qu'il avait signé sans en avoir lu toutes les pages. J'ai tenu son regard. Parce qu'aujourd'hui, ils attendaient le pouvoir. Il pencha la tête. Et je voulais qu'il ressente l'absence. Il ne répondit pas tout de suite. Il me scrutait comme s'il voyait quelque chose de différent maintenant. Pas la femme qu'il avait sans doute réduite à une mère discrète en robe modeste, mais autre chose, quelque chose de plus lourd. « Je pensais que tu étais là juste pour le spectacle, » dit-il après un instant. « Je ne savais pas que tu avais aidé à construire la scène. » J'esquissais un léger sourire. « C'est ça, les gens discrets. On ne fait pas toujours partie du spectacle, mais on se souvient des plans. » Il rit à mi-voix, pas moqueur, plutôt résigné. « Juste, » dit-il. « Ils vont devoir trouver comment nettoyer tout ça. »« Ils le feront, » répondis-je. « Ou pas? » Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule vers les lumières vacillantes de la tente de réception. La musique n'était pas revenue. Les invités s'éparpillaient minute après minute. « Je suppose que tu as fait passer ton message, » dit-il. « Non, » corrigeai-je doucement. « Je ne suis pas venu pour un message. Je suis venu pour tracer une ligne. » Il hocha lentement la tête, comme s'il comprenait enfin. « Alors j'espère qu'ils en tireront une leçon, » dit-il. Je ne répondis pas, parce que ce qu'ils allaient en faire ne me regardait plus. Je suis passé devant lui, le sable frais sous mes chaussures, le ciel désormais totalement noir. La brise portait le sel et le parfum léger de bougies éteintes. Derrière moi, les restes d'une journée parfaite se défaisaient sans feu d'artifice, sans cris, sans spectacle. Ce n'était pas la vengeance qui flottait dans l'air, c'était la clarté. Et parfois, la clarté est l'invitée la plus perturbatrice de toutes, celle qui arrive sans prévenir, qui n'a pas besoin de chaise et qui n'attend jamais d'invitation. La plage était déserte le lendemain matin, le soleil se levait pâle et lent, diffusant une lumière douce sur le sable humide. La marée avait tout emporté, empreintes, pétales, échos de rire, ne laissant derrière elle que le battement régulier de la mer. Je marchais pieds nus, laissant l'eau s'enrouler autour de mes chevilles. Le froid mordait d'une manière qui réveillait quelque chose de profond en moi. La fraîcheur était honnête. Elle ne se cachait pas derrière des robes de soie ou des sourires polis. Je pensais à tout ce que j'avais construit en silence. Pas seulement l'entreprise, mais la vie que j'avais façonnée dans l'adversité, les sacrifices invisibles, les nuits seules à compter les sous, la peur serrée au creux de ma poitrine, l'espoir glissé dans une enveloppe usée. Je pensais aussi à Ethan, le fils que j'avais élevé dans l'amour et la détermination, désormais enfermé dans des costumes et des récits qui ne m'incluaient pas. Le garçon qui m'avait un jour dit
tu rends tout sûr, devenu un homme qui croyait que la sécurité se gagne seule. Les vagues murmuraient des vérités que personne d'autre ne voulait entendre. Ce qui reste quand tout est dépouillé n'est pas toujours ce qu'on attend. Pas des bijoux ni des trophées, pas des applaudissements ni de la reconnaissance. C'est la connaissance silencieuse que tu as tenu bon, que tu as combattu, que tu as gardé en mémoire. Je resserrais mon manteau et regardais l'horizon. Le ciel commençait à s'embraser de roses, promesses au seuil de l'aube. Quelque part sous la surface, la marée tournait. Je pensais au château de sable construit aujourd'hui. Beau, complexe, éphémère. Il brillait au soleil, mais je savais que la mer n'attendrait pas. Elle ne le fait jamais. J'avais passé des années à bâtir quelque chose de plus solide, des fondations forgées dans la lutte, maintenues par la vérité et la patience. Ce genre de force n'a pas besoin de bruit. Il n'a pas besoin de témoins. Il a seulement besoin de temps et de foi. Je pris une profonde inspiration et laissai l'air salé remplir mes poumons. Il n'y avait plus d'amertume en moi, plus de colère brûlante comme un feu, juste le calme constant de quelqu'un qui sait ce qui lui appartient, ce que j'ai donné, ce que j'ai repris et ce que je sais que je ne laisserai jamais partir. Parce qu'au final, ce qui reste n'est pas seulement ce que l'on perd, c'est ce que l'on refuse d'abandonner. De retour chez moi, la maison était silencieuse. Ce silence qui retient son souffle après la tempête. J'ai refermé la porte d'entrée derrière moi et me suis appuyé un instant contre elle, laissant le poids de la journée s'ancrer dans mes os. J'ai posé le dossier, celui rempli de contrats, mails, relevés bancaires et accords soigneusement surlignés, sur la table de la salle à manger. Ce n'était ni un trophée ni une arme. C'était un registre, un livre de vérité écrit à l'encre et à la patience. J'ai sorti un nouveau carnet de l'étagère, des pages blanches, en attente, des pages qui ne portaient pas le poids du passé, mais la promesse de ce qui vient. Je me suis assise et j'ai préparé une tasse de thé. La vapeur s'enroulait autour de moi comme une invitation silencieuse. J'ai pris la première gorgée et senti la chaleur se diffuser doucement, régulièrement. Un léger bip est venu de mon téléphone, une alerte bancaire, une mise à jour habituelle du solde. Je ne l'ai pas regardé parce que le compte était clos. L'affaire était terminée et le chapitre avait été écrit en entier. J'ai pensé à la femme que j'étais avant tout ça, celle qui vivait dans la peur, qui marchait sur la pointe des pieds autour de promesses brisées et de demi-vérités. La femme qui croyait que le silence signifiait la sécurité. Elle n'était pas partie. Elle attendait juste, attendant le moment de bâtir quelque chose de vrai, quelque chose de durable. J'ai posé le carnet à côté du dossier et regardé par la fenêtre. L'océan était calme ce soir. Le clair de lune dessinait des chemins d'argent sur les vagues. Les châteaux de sable ne durent pas. Mais les fondations, oui. J'ai souri, pas parce que j'avais gagné ou perdu, mais parce que j'avais choisi de tenir debout, d'agir, de protéger ce qui comptait le plus, d'être la force tranquille qui déplace les marées. Et maintenant, le passé réglé et l'avenir encore à écrire, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, la paix. Le temps des châteaux de sable était terminé, le vrai travail venait juste de commencer.